Bonjour les sixièmes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière session sur la République romaine. Nous allons voir aujourd'hui comment les conquêtes romaines vont totalement chambouler la vision de la République et finalement comment tout cela va transformer la société et bien entendu l'empire territorial de Rome. Pour commencer, il faut qu'on voit dans un premier temps le fait que les Romains sont un peuple de guerriers. En effet, depuis la fondation de Rome en moins 753 jusqu'en moins 107, tous les citoyens romains, pour pouvoir être citoyens, doivent être des soldats, ce qu'on appelle des légionnaires. Les légionnaires romains, vous les avez souvent vus quand vous avez lu un Astérix ou vu un Astérix en tant que film. On les reconnaît généralement à leur équipement. Ils ont la cuirasse, ils auront aussi un casque, ils auront de quoi se protéger. C'est une armée qui se protège extrêmement bien. Elle se protège aussi par une cohésion extrêmement forte. La technique la plus efficace connue de ces légionnaires romains, c'est la fameuse technique de la tortue, où tous les soldats vont s'agglutiner et se protéger avec les boucliers, mais se protéger et protéger leurs camarades aussi. Ils vont marcher au même rythme, ce qui implique qu'il faut être extrêmement, finalement, liés les uns aux autres. Le but, c'est que le peuple romain soit associé et solidaire. C'est une armée aussi qui est agressive, offensive. Pour se battre, les Romains utilisent deux principales armes. Dans un premier temps, comme la plupart des armées de cette époque, ils commencent avec une arme de distance. Ici, c'est un pilum. Ce pilum, ça ressemblerait à un javelot relativement court par rapport aux lances que nous on a vues chez les Grecs, chez les Macédoniens. Ce pilum, il est par contre très solide, c'est-à-dire que vous pouvez enfoncer les lignes ennemies et il va résister. Quand vous êtes vraiment au contact, le moment où vous ne pouvez plus manipuler ce pilum, vous sortez votre glaive et vous rentrez dans la mêlée. Nos légionnaires, ils sont organisés de façon très hiérarchisée. Ils sont encadrés par des décurions qui dirigent 10 soldats, puis par les centurions qui en dirigent 100. Et au sommet de la hiérarchie finalement militaire romaine, on l'a déjà vu, ça va être le ou les consuls. Il y a plusieurs légions romaines qui vont pouvoir se déplacer pour défendre Rome ou pour attaquer en cas de besoin. Ces armées sont très mobiles. Que ce soit sous la République ou plus tard sous l'Empire, on se rend compte que quand elles se déplacent, elles le font finalement pour conquérir de nouveaux territoires, mais en étant le plus sécuritaire possible. J'explique, c'est-à-dire que chaque soir, une légion romaine doit, pour pouvoir se reposer tranquillement, créer un camp romain. Ces camps romains, ils sont toujours sur le même modèle. Ils sont très géométriques, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par... Vous vous souvenez, je vous l'avais dit, les Romains sont très superstitieux. Donc on commence par en demander l'avis des augures. Les augures, ça va être tout simplement savoir si en fonction du vol d'un oiseau ou du déplacement de telle ou telle chose, ça va être favorable ou défavorable de fonder un camp ou, le cas échéant, aussi de se battre. Ça rappelle aussi beaucoup de choses qu'on a vues avec les Égyptiens. Nos Romains donc vont demander l'accord des dieux pour savoir si s'installer à un endroit, c'est favorable ou pas. Ils vont le faire avec différentes méthodes. L'une des plus célèbres, c'est les aruspices. Les aruspices, ils ouvrent le ventre d'un animal et dans les entrailles, ils vont lire l'avenir. Une fois qu'on a décidé de l'endroit où on va installer le camp, on se place sur le même modèle que la fondation d'une cité. On commence par placer les deux chemins principaux, qui seront le cardo, et en angle droit, vous aurez finalement une autre rue qui s'appellera le decumanus. C'est le même principe que sur une cité romaine, c'est-à-dire qu'à partir de ces deux rues-là, on va pouvoir faire un quadrillage parallèle et perpendiculaire selon les cas, pour pouvoir s'installer et se retrouver très facilement dans le camp. En plein milieu, il y a une place où on peut réunir les légionnaires, le forum, ils ne sont pas allés chercher très loin le nom, ils ont repris celui qu'ils ont dans une cité, et la tente du consul, pour le protéger, il doit être au cœur finalement du camp, et le trésor, là où on va accumuler tout ce qui a été finalement rapiné ou conquis lors d'une bataille ou lors d'une guerre. Après, on fera le dispatch plus tard. Ce trésor, il est extrêmement important, on le défend, puisqu'on doit tout ramener à Rome par la suite. Ce camp, il s'installe donc tous les soirs. Ça veut donc dire que quand les légionnaires ont fini leur journée de marche, ils doivent commencer par monter une palissade en bois, creuser des fossés pour se défendre, à installer leur tente, et ensuite ils peuvent enfin se reposer. Ils sont abandonnés par la suite. Ils peuvent être conservés parfois lors des saisons hivernales, là où on ne se bat pas, ou on peut installer un camp définitif qui plus tard donnera souvent naissance à une cité par la suite. Ces Romains sont donc extrêmement organisés. Ils sont très bien au fait des techniques de combat de leur époque, ils s'adaptent. Le but, c'est toujours de protéger Rome.
au cours de son histoire, la ville de Rome n'a été menacée, finalement, qu'une seule fois, en 390 avant Jésus-Christ, par un peuple, les Gaulois. Cette attaque, par contre, elle a traumatisé les Romains. Donc on va faire une petite parenthèse, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. À part cette attaque-là, qui va chambouler la ville des Romains, la ville des Romains d'ailleurs, on n'aura pas de nouvelle conquête de la capitale jusqu'à la chute définitive de Rome, bien plus tard, finalement, au début du Moyen-Âge, on pourrait dire. Lors de la prise de Rome de 390, les Romains, finalement, ont été battus par les soldats gaulois qui accompagnaient un chef qui s'appelait Brennus. Brennus va donc prendre la ville, commencer à mettre à mal les défenses de la ville de Rome, rentrer dans la ville, commencer à la mettre à sac, et la population va se cantonner, va se réfugier sur la colline du Capitole, là où il y a les temples. À partir de là, comme d'habitude, la mythologie prend le pas sur la réalité sans qu'on ait vraiment de preuves de la véracité de ce qui se passe. Selon la mythologie, de nuit, les Gaulois décident d'attaquer ce Capitole pour prendre définitivement la ville de Rome et capturer toute la population. Et ils le font de nuit pour être discrets, mais selon la mythologie toujours, les animaux qui défendent le temple de Junon, donc Héra chez les Grecs ou Junon chez les Romains, ces animaux sacrés qui sont les oies vont donc cacter au moment où elles sentent la présence de ces Gaulois. Je vous rappelle que les oies, comme les chiens, sont des animaux qui peuvent très bien se domestiquer, mais surtout qui sont extrêmement territoriaux. Donc elles auraient appelé la population romaine réfugiée, auraient réveillé tout le monde et auraient permis de repousser l'attaque des Gaulois. Malgré tout, les Romains sont obligés de négocier. Ils vont devoir payer très très cher pour que les Gaulois s'en aillent. Ils vont donner énormément d'argent. Ils vont perdre aussi une partie de leur population qui part comme esclave. Et les Romains sont traumatisés par cet événement. Ça va avoir plusieurs conséquences. Alors, une conséquence initiale, Rome est très appauvrie après le sac de la ville. Deuxième conséquence, il faut remplir les caisses. Et ça va tellement faire peur aux Romains qu'ils se disent que c'est la jalousie des Gaulois qui les ont poussés à venir les attaquer, parce qu'ils sont trop riches. Ils vont même mettre en place un certain nombre de lois, des lois qui obligent à la sobriété de la population. On ne doit pas porter de bijoux, on ne doit pas porter de parfum, les femmes ne doivent pas se maquiller, pour éviter d'attirer l'attention. L'autre conséquence, c'est que pendant toute leur histoire, les Romains vont être terrifiés par les Gaulois. Ils se rendent compte que ce sont d'extrêmement bons soldats, et que, surtout, ils n'ont aucune chance contre eux. Ça, c'est finalement la crainte qu'on a un peu superstitieuse. Donc, on va même abandonner le nord de l'Italie, qui est peuplé par des Gaulois, et surtout ne pas y toucher. Donc pendant très longtemps, là où il y a des Gaulois, les Romains ne veulent pas y aller. Malgré tout, il faut que maintenant, on s'intéresse aux conquêtes de Rome. On a vu dans un premier temps qu'elle a une armée efficace. On va voir comment la ville de Rome peut s'en servir. J'ai oublié un dernier petit élément, tant que j'y suis. Il va y avoir une dernière conséquence au sac de Rome par les Gaulois. Pour tous ceux qui aiment le rugby, si vous regardez un petit peu les coupes en France, quand vous gagnez, finalement, vous gagnez le bouclier de Brennus, en rappel, finalement, de ces grandes victoires qu'on avait eues sur les Romains. Je ferme la parenthèse et on repasse aux conquêtes des Romains en tant que telles. Dans un premier temps, si vous vous souvenez bien, Rome, on avait expliqué que c'était une simple urbs, une cité. Sauf qu'elle a besoin, bien entendu, d'un territoire suffisamment grand pour vivre, et à mesure que la population augmente, ses besoins sont de plus en plus forts. Les Romains vont donc très rapidement être en opposition avec les autres peuples qui occupent le territoire italien. Alors quand c'est des petites tribus, c'est pas un grand problème, ça peut faire des petites guerres. Ça va devenir plus compliqué quand il faut s'affronter aux Étrusques et aux Grecs. Malgré tout, les Romains vont parvenir petit à petit à faire la conquête du territoire italien jusqu'au nord de l'Italie, donc ça serait l'équivalent de la Lombardie actuellement, ou de la région de Gênes. Ça, c'est ce qu'on va appeler la Gaule cisalpine. Cette zone-là est laissée de côté, puisqu'il y a trop de Gaulois, on ne veut pas trop s'en mêler. Malgré tout, il faut partir du principe que vers moins 264, toute l'Italie, à part les îles, sont occupées par Rome. Le problème, c'est qu'une fois que Rome a fait la conquête de l'Italie, soit elle va contre les Gaulois, mais elle en a peur, soit pour étendre son territoire, il lui reste un ennemi relativement fort en face d'elle qui contrôle les territoires voisins, les îles de la Sicile, la Corse, la Sardaigne. Ça sera tout simplement Carthage.
Alors Carthage, on en a déjà parlé dans des chapitres précédents. C'est un peuple originaire d'Orient, les Phéniciens, qui ont fondé une cité qui a fait un grand empire territorial. À cette époque, Carthage contrôle donc une partie des îles méditerranéennes, l'Afrique du Nord et aussi une partie de l'Espagne. Il va y avoir au total 3 grandes guerres qui vont opposer les Romains et les Carthaginois qu'on appelle aussi les Puniques. Donc ces guerres, c'est ce qu'on appelle les guerres puniques. Elles vont à chaque fois bien tourner pour Rome. C'est pour ça que Rome va petit à petit développer une renommée de puissance importante. Pourtant, Carthage était extrêmement puissante à cette époque. Lors de la première guerre punique, qui commence en moins 264, Rome va réussir à gagner la Corse, la Sardaigne et la Sicile, qui sont des territoires importants et surtout pour la Sicile très très riches. Lors de la seconde guerre punique, les Romains, qui ont pourtant eu de très très grosses difficultés, vont se retrouver opposés à un général carthaginois important. Ce personnage, il s'appelle Hannibal. Il a laissé finalement une trace dans l'histoire puisque, selon les archéologues, autant que la mythologie, il a essayé d'amener la meilleure arme de guerre des Carthaginois, des éléphants de guerre. Il les a fait débarquer en Espagne, il est remonté en Gaule, il a traversé les Pyrénées puis les Alpes et il a commencé à envahir le nord de l'Italie. Alors ça n'a pas si bien tourné que ce qu'il avait prévu puisque les éléphants ne sont pas adaptés à nos climats, donc entre le froid, entre les chemins qui ne sont pas adaptés, la fatigue, les combats, il aura peu d'éléphants au final, mais malgré tout, ça va laisser une image extrêmement importante dans l'imaginaire collectif, au point que la ville de Massalia, donc la ville grecque, va décider à ce moment-là de s'associer aux Romains, tellement ils ont eu peur en voyant débarquer ces éléphants. Même si Hannibal a failli gagner cette guerre, puisqu'il était très très proche de Rome, il va être finalement court-circuité par un général romain qui s'appelle Scipion et qui prendra le nom de Scipion l'Africain. Pourquoi ? Parce que ce général, il décide d'amener la guerre à Carthage même, il va débarquer avec ses troupes et prendre la ville de Carthage avant que Rome ne tombe. Au final, lors de cette deuxième guerre punique, Rome gagne énormément d'avantages puisqu'elle va récupérer toute une partie de l'Espagne qui était aux mains des Carthaginois à ce moment-là. Donc Rome devient de plus en plus importante. Au cours de la troisième et dernière guerre punique, qui se termine en moins 146, les Romains vont cette fois-ci aller prendre Carthage définitivement, récupérer ce qu'on appellerait de nos jours la Tunisie, une partie de l'Algérie, tout ce qui reste en Hispanie, donc l'Espagne qui était aux mains des Carthaginois, et surtout, ils vont prendre une décision pour se débarrasser définitivement de leur ennemi. Ils décident de raser totalement la ville de Carthage, ils vont saler le sol pour, entre guillemets, rendre stérile cet espace-là, et même quand eux vont fonder une nouvelle ville, une nouvelle Carthage, ils la feront à quelques kilomètres de l'originel, pour être sûr finalement de totalement faire oublier ce peuple qui leur a posé problème. Si on a bien compris, en moins 146, les Romains, ils contrôlent pratiquement tout le littoral de la Méditerranée occidentale. S'ils ne contrôlent pas tous les territoires, ils sont au moins associés à ces territoires-là qui seront considérés comme vassaux. C'est l'exemple de Massalia, je vous en ai parlé tout à l'heure. Un certain nombre de cités grecques de Gaule vont décider de s'associer avec nos Romains. Malgré tout, les ambitions de Rome continuent. Une fois que l'Occident a été occupé, ils vont tourner aussi leur regard vers l'Orient. L'Orient, on en a déjà parlé, c'est aux mains d'un certain nombre de royaumes hellénistiques à cette époque, des royaumes grecs. Des royaumes grecs qui se font la guerre, des royaumes grecs qui vont se diviser les uns les autres, et les Romains vont commencer à lorgner sur les territoires et surtout sur les richesses de ces Grecs. Ils vont aussi être un petit peu avantagés puisque le royaume de Pergame, lorsque le dernier roi, le dernier Attale de Pergame va décider de faire son testament, il lègue à Rome l'intégralité de son royaume, de son argent, était très riche, et aussi, ce qui n'est pas anodin, de sa bibliothèque. À cette époque, il y avait 2 grandes bibliothèques extrêmement importantes, la bibliothèque d'Alexandrie, mondialement connue, mais aussi la bibliothèque de Pergame, qui avait cette particularité d'avoir inventé un nouveau matériau pour pouvoir écrire, le parchemin. Les Romains vont reprendre le modèle chez eux et vont développer eux aussi un certain nombre de bibliothèques, notamment privées chez les grandes familles, et ça pour les archéologues c'est extrêmement précieux. Donc une fois qu'ils se sont débarrassés des Carthaginois, ils vont lancer un grand boulevard pour s'occuper petit à petit des différents royaumes hellénistiques. Ils vont connaître des succès, des échecs, ils vont s'opposer au royaume du Pont, de Mithridate, ils vont s'opposer bien sûr au royaume de Macédoine,
Et ils vont les grignoter petit à petit lors de différentes campagnes. L'une des plus emblématiques, finalement, c'est autour de -60, le consul Pompée, qui va faire la conquête de la Syrie, qui va faire la conquête d'une partie du Pont, qui va faire une conquête d'une partie de l'Asie mineure, amener énormément de richesses avec lui, ce qui va changer un petit peu la façon de faire des Romains. Ces Romains, ils vont prendre finalement petit à petit goût au luxe à l'oriental ou à la grecque, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ils vont continuer leur chance petit à petit. Ce qui fait que, aux alentours de -30, le seul territoire qui ne sera pas conquis par les Romains, c'est l'Égypte. Et même là, l'Égypte, tout le monde veut la acquérir. Pourquoi? Parce que c'est le grenier à blé de l'Antiquité. Mais ça, il faudra laisser le temps à Jules César et surtout par la suite à son héritier, Octave. Si on réfléchit bien, je vous ai parlé des différentes conquêtes qui ont eu lieu. Je vous ai parlé de l'Occident, je vous ai parlé de l'Orient. Pour l'instant, on a l'impression que nos Romains contrôlent tout le bassin méditerranéen, mais j'y reviens, vous avez tous déjà lu Astérix. Et dans Astérix, on vous parle toujours de la Gaule romaine. Ça, c'est la dernière grande conquête sous la République romaine. C'est cette conquête de la Gaule. Alors, elle a été causée pour différentes raisons. L'une des principales raisons qu'on pourrait poser, c'est l'opposition entre les deux consuls de cette époque. D'un côté, Jules César, de l'autre côté, Pompée. Jules César, on va être honnête, il est très jaloux du fait que Pompée ait eu beaucoup de succès en Orient et ramené énormément d'argent et eu un triomphe. Et il veut faire quelque chose d'encore plus impressionnant, d'encore plus puissant. Il va décider finalement de s'attaquer au pire ennemi des Romains, à ce qui les a toujours terrifiés, c'est-à-dire les Gaulois. Il va accepter de ne pas être consul, mais proconsul, ça serait légèrement inférieur. Il se fait nommer proconsul de la Gaule transalpine. Cette Gaule transalpine, c'est finalement tous ces territoires, toutes ces cités qui s'étaient associées à Rome. Et Jules César va s'installer sur place et commencer à monter petit à petit les tribus gauloises les unes contre les autres, en faisant ce qu'on appelle la politique du salami. Je m'associe au plus faible contre quelqu'un de plus fort, ce qui va renforcer un petit peu celui que j'ai aidé, mais le rendre dépendant vis-à-vis de moi. Ensuite, je le pousse contre quelqu'un d'autre qui va s'affaiblir, mais je vais m'allier avec un troisième territoire. Au final, petit à petit, grignote des territoires, avec une politique qui, au bout d'un moment, va quand même tourner court, puisque les Gaulois se rendent bien compte qu'ils sont en train de se faire avoir. Ils vont se réunir autour d'une personne relativement importante. Il va s'appeler Vercingétorix. Et Vercingétorix, qui est un prince ou un roi arverne, donc c'est l'Auvergne actuelle, va arriver à liguer une partie des Gaulois contre les Romains, même si les Romains ont le soutien d'un certain nombre de Gaulois. Jules César va être très efficace dans ses conquêtes, enjoliver un petit peu ce qu'il fait. Il va faire écrire des livres sur ces guerres des Gaules, même s'il va changer un petit peu la réalité. Et il va aussi jouer finalement du fait qu'en se positionnant comme le chef des Gaulois, Vercingétorix va attirer la colère, la jalousie d'autres seigneurs gaulois, celtes, d'autres puissances, qui vont se dire, mais pour qui il se prend celui-là? Les Gaulois, on est des tribus, on n'est pas un royaume. Et au final, il va y avoir des désunions entre les Gaulois. Et malgré les grands succès qu'ils vont connaître, notamment la bataille de Gergovie, ces Gaulois ils vont finir par être battus à Alésia. Jules César va mettre un siège autour de cet oppidum, donc de ce village gaulois. Et au final, on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas s'il y a eu traîtrise à l'intérieur, si Vercingétorix a décidé de se sacrifier, ou s'il y avait vraiment une famine à l'intérieur. Mais les Gaulois décident de se rendre. Jules César est donc vainqueur en -52 sur tous les Gaulois. Il va donc pouvoir intégrer un gigantesque territoire, et surtout le territoire qui était réputé comme impossible à conquérir. Il revient avec une énorme gloire, et il va en profiter finalement pour commencer à alimenter sa réputation et s'opposer de plus en plus à Pompée, qui, je vous rappelle, est encore son gendre. Il va y avoir des tensions qui vont continuer. Petit à petit, les Romains continuent leur conquête. Ils vont grignoter des territoires, notamment encore en Orient. Quand les Romains sont appelés à la rescousse, ils viennent toujours vous aider, mais ils ne repartent jamais. Donc, soit ils vous font de vous en état vassal, c'était le cas de l'Égypte, sous les derniers Ptolémées, soit ils vont carrément vous annexer. Donc, les conquêtes font que, en -52, non seulement tout le bassin méditerranéen est possédé par les Romains, mais aussi, finalement,
toute une partie de l'Occident, puisque la Gaule va être coupée en différentes provinces, ce qui fait que l'empire territorial des Romains est gigantesque, peut-être même trop d'ailleurs, puisque les décisions se prennent toujours à Rome-Ville. Or, c'est un petit peu compliqué d'envoyer les ordres, c'est un petit peu compliqué d'appliquer différentes choses, et il va y avoir un certain nombre de tensions qui vont se manifester. Et malgré le retour de Jules César, malgré le fait qu'il ait eu un triomphe, qu'il ait ramené Vercingétorix qui sera plus tard tué, il va y avoir des tensions en même temps que des changements au milieu de la société des Romains. On va y revenir tout de suite, puisqu'on va s'intéresser maintenant aux changements que les conquêtes ont apportés à cette République romaine et à la société romaine. Cette société, elle se transforme énormément. Grâce aux conquêtes, il y a énormément d'argent qui rentre dans les caisses, il y a énormément d'esclaves qui sont ramenés pour travailler, ce qui fait que les citoyens romains, plébéiens ou patriciens, n'ont plus besoin de travailler. Ce qui fait que ces citoyens italiens, on leur dit même qu'ils n'auront plus jamais à payer d'impôts. Ce seront les provinces qui paieront les impôts pour faire fonctionner Rome. On va avoir un goût du luxe qui va se développer, un goût des richesses. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comme quoi les femmes devaient se minorer au maximum, pas de maquillage, pas de bijoux, des tenues simples, la toge. C'est le moment où finalement on va commencer à se réhabituer au luxe, où la mode change. C'est beaucoup de parfums, c'est beaucoup de maquillage, même pour les hommes. C'est beaucoup de bijoux, même pour les hommes aussi. Des tenues de plus en plus chatoyantes, avec différentes couleurs qui vont commencer à se développer, même si ça coûte plus cher. On va commencer à réaliser que le goût ou le mode de vie finalement des orientaux est très très appréciable, puisqu'ils aiment finalement profiter de la vie. Les Romains vont commencer à manger beaucoup plus de produits qui viennent des quatre coins des territoires conquis. Ces Romains, ils vont découvrir un certain nombre de loisirs qu'ils ne connaissaient pas, notamment quelque chose qui vient de chez les Grecs, qu'ils vont très vite apprécier, c'est le théâtre. Ce théâtre, initialement, on joue uniquement des pièces grecques. Mais avec le temps, les Romains vont développer leurs propres pièces en latin. Le grec, par contre, est une langue qui est assez connue aussi en Italie, puisque les Romains vont reprendre un petit peu le mythe des Grecs en disant que tous ceux qui ne parlent pas latin ou grec sont des barbares. C'est-à-dire à peu près tout le monde, finalement, à part eux. Donc, développement de loisirs comme le théâtre, la musique dans les odéons, de décoration des maisons, avec soit des fresques, avec des mosaïques, on y reviendra un petit peu plus tard aux mosaïques, et aussi, comme toujours, la superstition des Romains. Les Romains, ils ont beaucoup de dieux. Nous, on connaît ceux qui se rapprochent des dieux grecs. Ça va être Jupiter, Junon, Apollon, Minerve, tous ces dieux qui sont relativement importants. Mais en fait, les Romains, ils vont beaucoup plus loin que ça, puisque comme ils sont très superstitieux, ils ont beaucoup de dieux, ils ne croient pas forcément individuellement à tous, mais ils se disent, plus on a Dieu, plus on est protégé par eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont conquérir un nouveau peuple, au lieu de détruire totalement leur civilisation, leur culture, ils vont récupérer leurs dieux pour les rajouter à leur propre panthéon, pour être sûr qu'ils aient énormément de dieux pour les protéger. Chez les Gaulois, par exemple, ils vont récupérer la déesse Épona, la déesse des chevaux, une déesse finalement protectrice et une déesse des voyages. Chez les Égyptiens, beaucoup plus tard, l'une des déesses qui sera extrêmement finalement populaire, c'est la déesse Isis, qui sera ramenée aussi à Rome. Et puis il y a un culte qui va être ramené de la région Parthe, c'est-à-dire actuellement de l'Iran. Et ce culte, on va passer un petit peu de temps dessus parce que ça va nous servir pour d'autres chapitres. Les Romains, ils vont ramener deux dieux de ce peuple parthe. C'est d'une part Cybèle, la déesse mère, et son fils Mithra. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que déjà, ils vont ramener carrément la déesse. Sauf qu'en Orient, on ne fait pas des statues des dieux comme les Romains et les Grecs le font. Généralement, on prend des gros blocs de pierre et on dit que c'est ça l'incarnation du dieu, la représentation du dieu. Donc que font les Romains? La grosse pierre qui représente Cybèle, ils la ramènent à Rome, directement. Le culte de Mithra, le fils de Cybèle, est relativement important pour les Romains. Il va devenir un dieu tutélaire de toutes les armées romaines. Je vous rappelle qu'à partir de moins 107, ce ne sont plus des citoyens qui sont les légionnaires, ce seront des armées de métier. Ce qui fait qu'il va y avoir une caste qui va se développer, qui croit en Mithra, et qui est relativement importante. Pourquoi est-ce que je vous parle aussi de ce dieu? Tout simplement parce que selon la mythologie, c'est un dieu qui a sacrifié des animaux, et surtout qui sait lui-même sacrifier ses prêtres, aller jusqu'à finalement se scarifier, perdre une partie de leur anatomie, tout ça pour
enlever finalement le malheur des hommes. Et aussi, Mithra, selon la mythologie, sa fête principale, qui célèbre sa naissance, aurait eu lieu le 24 décembre. C'est-à-dire que le sacrifice vis-à-vis des hommes et la fête du 24 décembre, ça rappelle étrangement le christianisme. Tout bêtement parce que quand le christianisme va se développer plus tard dans l'Empire romain, ils vont reprendre énormément de choses liées à Mithra. Donc, pour nous, ça nous servira dans un prochain chapitre. Donc, c'est pas anodin. Si je reviens à tout ça, finalement, on se rend compte que nos Romains vont accumuler énormément de dieux. Ils vont essayer finalement de se protéger. Mais en se protégeant et en développant leur goût du luxe, leur goût de la vie agréable, ils vont créer aussi un fossé de plus en plus fort entre d'un côté ceux qui sont très riches et qui s'enrichissent encore de plus en plus, et ceux qui sont pauvres. Ceux qui jusqu'en moins 107 sont appelés pour aller se battre au nom de Rome. Or, la plupart de ces gens, ils sont artisans, ils sont paysans. Et s'ils vont se battre, ils ne peuvent pas récolter, ils ne peuvent pas créer, ils ne gagnent pas d'argent. Et bien souvent, lors des conquêtes, les consuls, les généraux vont accumuler de plus de trésors et les garder pour eux. Ce qui fait que les paysans soldats sont de plus en plus pauvres, vont être de plus en plus endettés, devenir parfois esclaves, devoir vendre leurs femmes, leurs enfants, pour essayer de s'en sortir, vendre leurs terres, et à la fin tout perdre. Ce qui fait qu'on va avoir une multiplication des guerres civiles au sein de la République romaine, soit entre les pauvres et les riches, soit souvent entre les consuls. Les crises vont s'accumuler, se multiplier. Elles seront de plus en plus nombreuses. Au final, on va se retrouver avec un empire territorial vaste, mais difficile à gérer, une population vraiment avec des inégalités très très fortes, ce qui fait que les tensions posent un sérieux problème et les institutions n'arrivent plus à gérer tout ça. Donc on essaye tant bien que mal de sauver la situation. Pompée et Jules César vont essayer à un moment donné, mais vont se retrouver en opposition, puisque Pompée a peur de la prise de pouvoir de Jules César, et par la suite, il va tout faire finalement pour le déclarer comme un ennemi public de l'État. Sauf que Jules César ne va pas se laisser faire, il va faire la guerre à Pompée. Au final, c'est lui qui gagne, puisque Pompée sera tué en Égypte. Et il va revenir en héros à Rome. Il va vouloir changer les institutions, avec plus ou moins de succès. Parce que le problème, c'est qu'en faisant ça, il renforce son pouvoir personnel. Il sera notamment nommé dictateur à vie. Je vous rappelle que le dictateur, il a les pleins pouvoirs. Certains pensent même qu'il pourrait commettre le crime suprême pour les Romains, vouloir devenir un roi. Ce qui fait qu'au final, Jules César va finir, en moins 44, par être assassiné. Il sera assassiné dans des conditions assez sordides, au Sénat, par certains des sénateurs qui ont peur de lui, dans une zone où normalement il ne devait pas y avoir de sang. Et on va voir apparaître deux grands groupes. D'un côté, ceux qui s'opposent à César, qui sont des républicains purs et durs, et de l'autre côté, les césariens, ceux qui veulent venger César, ceux qui veulent transformer les institutions, avec à leur tête 3 personnages importants, Lépide, le fils adoptif de César, Octave, et enfin Marc-Antoine, qui était son général. Lépide sera très vite évincé, et on va vaincre les opposants de César, mais au final, on va se retrouver avec 2 hommes forts. D'un côté, Octave, qui dirige les provinces occidentales, et de l'autre côté, en Orient, Marc-Antoine, qui dirige les provinces orientales, mais qui se retrouve confronté à la femme de Jules César, Cléopâtre VII, celle que vous connaissez vous sous le nom de Cléopâtre, qui est la mère d'un des fils de César, et on va avoir une république romaine qui se développe à 2 vitesses, qui va commencer à avoir des tensions entre les deux. Puisque Marc-Antoine tombe sous le charme de Cléopâtre, va lui offrir des territoires, va renforcer son pouvoir, va lui donner notamment l'île de Chypre, va donner beaucoup de liberté à l'Égypte, et ça, Marc-Antoine, s'il pensait pouvoir en tirer profit, Octave ne va pas l'accepter. Octave, il va tirer profit finalement d'un certain nombre de petites choses pour monter les Romains contre les Orientaux. Il va profiter du fait qu'il est meurtri dans sa chair, puisque pour épouser Cléopâtre, Marc-Antoine aurait répudié sa première femme, Octavie. Rien qu'à son nom, on sait que c'est la sœur d'Octave. Bon, ça c'était un prétexte. Deuxième chose, il va justement montrer les actions de Marc-Antoine, le fait qu'il s'oppose à Rome, qu'il donne des avantages à l'Égypte. Et puis surtout, il va se servir du testament qui est mis en avant, qui mettait que Marc-Antoine était prêt à adopter Césarion, le fils de Jules César, lui donner les terres d'Orient, alors que ces terres sont censées appartenir au peuple romain. On en revient toujours à ce fameux SPQR,
le Sénat et le peuple romain qui doivent être unis normalement. Il va y avoir une guerre entre ces deux prestigieux personnages. Marc-Antoine va monter d'abord avec la flotte égyptienne qui est importante mais qui est un peu ancienne. Et lors de la bataille d'Actium, il va perdre sa flotte. Il va être repoussé petit à petit jusqu'au moment où il va se suicider. Et Octave avance petit à petit sur les terres d'Orient. Il arrive en Égypte. Cléopâtre tente une dernière fois de le séduire. Ça a toujours fonctionné. Mais là, elle tombe sur un os, puisque ce brave Octave, c'est pas la femme qui veut, c'est le pouvoir. Donc il va décider de prendre le contrôle de l'Égypte. Et Cléopâtre cède pour ne pas tomber finalement en disgrâce, pour ne pas devenir l'esclave de Rome, préfère se suicider. Octave se retrouve le seul maître de la République romaine. Il va changer les institutions. Et surtout, comme il est victorieux de toutes les guerres, il va se faire citer et nommer impérator. Et il va prendre le contrôle. Il va faire finalement ce que son père n'a pas osé faire. Il va prendre le contrôle de la République. Et sous le nom de Octave Auguste, entre guillemets Octave élu des dieux, ça veut dire, il va devenir le premier empereur romain. Ça va être la fin de la République, la mise en place d'un nouvel empire avec un homme fort qui veut contrôler l'ensemble de son territoire. Il veut mettre fin à toutes les dissensions, il veut contrôler fermement l'empire, et c'est ce que nous verrons dans une prochaine partie. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve très très vite, passez une bonne semaine. Au revoir à tous.